trop grave. Je viens ici. Enfin, jusqu'ici. Bonjour. Bonjour tout le monde. Déjà, merci d'avoir fait le déplacement en présentiel. Vous êtes plus nombreux que ce à quoi on s'attendait, ce qui est plaisant et ce qui va à l'encontre des pronostics qu'on avait. Merci de venir à la première conférence. Cette première réunion qui était censée être un atelier conférence qui était une promesse des JS. C'est-à-dire ça répond à une de nos grandes orientations en tant que JS et de formation de jeunesse, c'est de faire de l'éducation sur les enjeux politiques qui peuvent nous toucher. Et en l'occurrence, celui-ci, c'est l'écologie. On a voulu commencer par là, puisque Margot est spécialiste, elle en parlera, et vous allez vous en rendre compte au passage. Et surtout, c'était une façon pour nous de commencer. Et il s'avère qu'on a en plus bien choisi notre moment, puisqu'avec la canicule qui nous tape sur le coin du bras, c'est d'autant plus réaliste de parler actuellement d'écologie. Margot peut vous faire un petit atelier conférence d'abord une prise de parole d'une bonne heure, un peu moins. Puis ensuite, on pourra commencer à échanger entre nous. Alors, comme vous le savez, c'est actuellement filmé et retransmis en direct sur Twitch. Google Meet ne fonctionne pas. Et ça sera ensuite posté sur YouTube. Si jamais vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez lever la main pour que je me déplace vers vous. Je vous posez la question et je la pose ensuite à Margot. C'est moi qui ai fait cette prise de parole-là, si ça vous dérange. C'est les modalités de la chose. Margot, est-ce que tu veux que je te laisse te présenter seul? Très bien. Eh ben, je peux rester dans le cadre. Moi, je vais peut-être aller voir l'enregistrement. Ok, tout le monde m'entend bien déjà? Ça, super. Oui, de nouveau, merci d'être là. Avec la canicule, c'est d'autant plus pertinent, mais d'autant plus compliqué. Donc voilà, je vais essayer de ne pas parler 1 heure, mais 20-30 minutes pour qu'on ait un vrai temps d'échange après. L'objectif, ce soit atelier, formation, plus que conférence descendante, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours sur ce que je vais dire, qu'on puisse échanger. Mon objectif aujourd'hui, c'est de parler de militantisme écologique, des différentes formes que ça peut prendre, de pourquoi on le fait, et de comment on peut se coordonner, parce qu'il y a plein de modes d'action différents. Je vais vous les présenter un peu rapidement. Donc, pour moi, c'est d'autant plus pertinent qu'on puisse discuter après de quel mode d'action intéresse qui, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, voilà. Déjà, pour commencer, combien d'entre vous sont dans leur parti politique? Ok, super. Et combien d'entre vous ont déjà entendu parler des limites planétaires? C'est super. Est-ce que vous vous considérez comme étant bien éduqué sur le sujet? Vous voulez que je fasse un récap? J'ai prévu un récap au cas où, mais... Je vais faire un récap. Je vais faire un petit récap alors. Trop bien. Et petit point logistique avant que je commence, je vais mentionner des ressources. Normalement, on va vous envoyer une liste par mail après, donc vous pourrez les retrouver facilement, les liens et tout ça. Ok, donc je m'appelle Margot Fallis, j'ai 21 ans, je suis activiste écologique depuis plusieurs années déjà. J'ai fait Sciences Po Lyon en licence avec Camille, et donc là je sors d'un master en économie politique à Londres. Et j'ai fait pas mal de modes d'action différents, j'ai essayé de mélanger plein de choses que je vais vous présenter après. Je fais beaucoup de plaidoyer en ce moment, donc c'est comme du lobbying pour les associations qui défendent des sujets d'intérêt général. Et voilà, je suis engagée depuis plusieurs années. Il y a plein de sujets différents qui m'ont touchée. L'agriculture, mes parents sont agriculteurs, donc j'ai beaucoup travaillé sur ces enjeux. Sur la régulation de la finance, j'ai pas mal travaillé aussi. Sur l'enseignement supérieur, quand on était à Sciences Po Lyon. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, on pourra aussi en parler après. Je commence par la partie un peu théorique au début. Je pense que vous êtes tous familiers avec les limites planétaires, les systèmes biophysiques qu'on ne peut pas dépasser, sous peine de mettre en danger la capacité à vivre sur cette Terre. Il y en a 7 sur 9 qui sont dépassés actuellement. Je pense aussi que vous comprenez les enjeux. Les derniers rapports parlent de 2 à 4 milliards de morts d'ici la fin du siècle, la moitié du PIB qui pourrait disparaître pour les plus cyniques. À l'échelle locale, ça a évidemment beaucoup d'enjeux. Là, on parle de est-ce qu'on aura de l'eau potable dans notre robinet? Est-ce qu'il fera 35 degrés tous les jours ou seulement la moitié des jours d'ici la fin du siècle? On parle de prix de la nourriture et de la qualité de la nourriture, puisque notre agriculture dépend forcément de la qualité des saisons, de la température et d'un suivi régulier des cycles météorologiques et climatiques. Donc, des choses qui nous touchent toutes et tous, y compris dans nos métiers, y compris dans notre quotidien. C'est évidemment un enjeu qui touche à tous les secteurs. Et donc, c'est d'autant plus important de s'engager, notamment, l'un des points les plus importants à comprendre, c'est que l'écologie a un lien avec toutes nos activités économiques.
parce que le dépassement des limites planétaires, il vient d'activités économiques. Donc là, on parle des plus polluantes, des cibles prioritaires, disons, c'est quoi? C'est l'industrie de la voiture, de l'avion, l'industrie de la viande, beaucoup, l'industrie de la construction, et toutes les industries qui vont sous-tendre les différents marchés que je viens de présenter, donc la production d'acier, du béton. On parle de toutes ces activités-là, qui sont un peu les principales cibles du dépassement des limites planétaires. Et donc ça, c'est pour la partie à ne pas dépasser. Est-ce que vous êtes familier avec l'image du donut de Kate Raworth? Non. Parce que du coup, si on dit qu'il y a des limites à ne pas dépasser dans notre, disons, expansion ou dans notre production économique, il y a aussi des planchers en dessous desquels on ne veut pas être, des planchers sociaux. Et ça, c'est l'économiste Kate Raworth qui a dit, en termes d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, d'accès à des logements confortables, on a envie d'avoir un minimum à garantir pour chaque personne vivant sur Terre. Et donc, notre objectif politique pour le XXIe siècle, c'est d'atteindre une zone de sûreté qui est au-dessus du plancher social, que tout le monde puisse vivre confortablement, mais qui est en dessous des limites planétaires. Et ça pose tout plein de questions, et les militants écologiques ne sont pas tous d'accord sur les solutions qu'il y a forcément pour atteindre cette zone sûre pour l'humanité. Je vais vous parler de deux des clivages qui sont les plus importants. Moi, j'ai un peu une opinion sur chacun de ces clivages, mais je serai aussi ravie d'en discuter avec vous. Le premier d'entre eux, c'est sur le caractère inévitable ou pas de la décroissance. Est-ce que c'est un débat dans lequel vous êtes familier ou pas? Oui, non, bon, pardon. J'en reparle un petit peu. N'hésitez pas à m'interrompre d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc, quand on parle de décroissance, on parle du fait que, évidemment, si certaines activités, si certains secteurs économiques sont problématiques, la façon la plus simple d'arrêter de faire en sorte qu'ils polluent, c'est d'arrêter cette activité. Et ça a forcément énormément d'impact sur notre vie quotidienne. Ça veut dire rouler moins en voiture, donc plus en transport en commun, en vélo, en train. Ça veut dire moins construire, donc plus rénover de bâtiments, mais ça veut dire aussi s'organiser collectivement avec les bâtiments qui sont déjà existants. Et forcément, ça remet en question toute notre organisation locale. La décroissance, c'est quelque chose qui agite beaucoup de monde parce que ça a forcément des retombées macroéconomiques. Et donc, à l'inverse de ceux qui disent qu'il faut arrêter les activités économiques polluantes, vous avez ceux qui disent non, il faut juste les décarboner. Donc il faut continuer à les faire, mais d'une manière qui ne pollue pas. Donc on va faire des voitures électriques plutôt que d'arrêter de rouler en voiture. On va installer des panneaux solaires sur les bâtiments neufs qu'on construira, etc. La première chose que j'aimerais dire sur ce sujet, c'est qu'en général, les partisans de ce qu'ils appellent la croissance verte, c'est quelque chose qui est très lié à une des limites planétaires, qui est les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre. Et il n'existe aucun rapport, aucune donnée scientifique qui démontre que notre économie peut continuer à grandir, sans dépasser toutes les limites planétaires. Parce qu'il y en a d'autres, il y a le potable, il y a l'utilisation des microparticules, la diffusion des microparticules, il y en a plein. Et on n'a absolument aucune certitude sur le fait qu'on va être capable de toutes les respecter en ayant de la croissance. Donc ça, c'est un peu la première chose. C'est un peu le principe de précaution, c'est quoi? C'est quand même d'arrêter certaines activités économiques. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est que la croissance, quand on aborde le débat de la croissance, il ne faut pas partir du principe que la croissance c'est bien. Et ça c'est difficile parce que ça fait très longtemps qu'on nous dit le progrès, c'est genre c'est plus grand, c'est plus gros, c'est mieux, c'est le progrès technologique et tout ça. Mais en fait, cette idée n'est pas du tout pertinente quand on regarde juste les indicateurs macroéconomiques. Le mec qui a inventé la définition, la notion de PIB, c'était au XXe siècle. Il avait fait un grand discours devant le Congrès américain, dans lequel il y a une phrase qui est restée célèbre, qui dit « Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ». Donc le PIB, en fait, disons les partisans de la décroissance, qui ne disent pas juste « Ah, il faut couper le PIB, et après on se démerde », ils disent « Il faut arrêter d'utiliser le PIB comme indicateur ». Il y a plein de débats sur la macroéconomie de la décroissance, je ne rentre pas dedans. Mais il faut cibler certains secteurs économiques qu'on va arrêter. Et en fait, ça peut apporter beaucoup de bien-être social. Quand vous réduisez, disons, la part de la voiture individuelle dans la société, et que du coup, vous augmentez les transports en commun, que vous augmentez le vélo, c'est quoi les conséquences? C'est que les gens font plus de vélo, donc ils vont plus faire de sport dans leur vie, donc ils vont être en meilleure santé, donc vous réduisez les frais de santé. Donc il y a en fait toute une dynamique qui est que parfois, arrêter une production économique, arrêter une consommation, ça peut aussi faire du bien. Et c'est pour ça que tout le mouvement du militantisme écologique vise aussi à regarder d'autres indicateurs que juste la croissance économique. Et ça, c'est très pertinent sur le plan local. C'est qu'on regarde en fait, est-ce que les gens ils se parlent entre eux dans la rue? Est-ce qu'il y a des espaces pour bien vivre? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils se sentent bien dans leur vie? C'est pas forcément mesurable économiquement, mais en tout cas, c'est l'un des piliers de la croissance.
Ça, c'est la première chose. Disons, la première ligne de clivage. La deuxième, c'est sur l'anticapitalisme et sur est-ce qu'il faut critiquer le modèle économique. Là, je suis encore dans une partie un peu théorique, mais comme ça, au moins, les enjeux sont posés. Il y a beaucoup de militants écologiques qui disent que, en gros, on ne doit pas parler d'anticapitalisme parce que le mot fait peur, et notamment parce qu'on veut chercher des coalitions qui vont beaucoup plus larges que les cercles de gauche. On veut par exemple aller chercher le monde économique, les entreprises, et donc les entreprises ne vont pas du tout s'aligner derrière l'idée de anticapitalisme. Et donc c'est un peu un truc stratégique de dire, voilà, l'écologie, ça doit être transpartisan, ça doit être dépolitisé. Et ça, c'est un mouvement qui date d'il y a pas mal de temps déjà. Et moi, je trouve qu'il a un petit peu échoué à se faire entendre parce qu'il a créé de la colère sociale. Et c'est pour ça que vous avez tout un pan de l'autre côté qui assume de dire l'écologie, c'est un sujet politique, c'est un sujet qui est même partisan. Ça ne veut pas dire qu'il y a un seul parti, mais c'est un sujet qui doit exister à l'intérieur d'un projet politique. Et qui disent qu'il faut parler d'anticapitalisme, il faut critiquer le système économique et l'organisation de l'emploi, du travail. Sur ce débat-là, encore une fois, avec plaisir pour en discuter, moi, ma position, c'est que j'essaie de distinguer à chaque fois le fond et la forme, notamment quand on parle de narratif politique. Parce qu'effectivement, je pense que le mot anticapitaliste, comme d'autres mots qui sont très utilisés, la lutte des classes, et cette citation qui dit « l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage », ce qui est assez amusant, je pense que ces mots-là peuvent faire peur, surtout pour des gens qui sont très loin de ces débats idéologiques qui durent depuis des décennies, voire des siècles. En revanche, du côté des propositions politiques, du côté de la programmation, il y a plein de propositions qui peuvent être défendues auprès des électeurs comme étant parfaitement raisonnables et qui en fait relèvent de l'anticapitalisme. Tout le mouvement des coopératives, le mouvement qui vise à redonner l'organisation collective d'une entreprise, voire la propriété collective d'une entreprise, et derrière tout le mouvement sur l'économie sociale et solidaire, en fait c'est une façon pour lui de parler d'anticapitalisme. Et ma conviction en tout cas, c'est que l'écologie a fait suffisamment de dégâts sur le plan social. Un très bon exemple, c'est les gilets jaunes et c'est la taxe carbone qu'on impose sur les gens à qui évidemment n'est pas réfléchi en termes de son impact social. Et que donc, la seule façon de faire accepter une transition écologique qui va forcément nous bousculer dans notre quotidien, c'est de redonner aux gens sur le terrain le droit de choisir et de s'organiser collectivement. Et ça, par exemple, à l'échelle d'une entreprise, c'est aussi très pertinent. Parce que quand vous avez, je sais pas moi, une entreprise qui doit faire un choix difficile pour son business model, souvent, ce qu'on observe dans la réalité, dans les études, c'est que les salariés font de bien meilleures décisions sur le plan de la production que les actionnaires. Un des engagements que j'avais eu il y a quelques années, c'était auprès de la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'était un rassemblement d'entreprises qui travaillaient ensemble pour changer leur business model, en gros. Et c'était un rassemblement de PDG. Donc c'était vraiment des gens puissants qui se rassemblaient pour dire qu'il faut grave faire des choses. Et l'un de mes amis dans ce programme, c'était le PDG de Rossignol. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une entreprise qui fabrique des skis et des équipements sportifs. Il était super convaincu. Il a dit, maintenant je vais faire des équipements moitié prix pour que les classes populaires puissent aller faire du ski aussi. Je vais arrêter certaines productions parce que le ski, en vrai, ça n'a plus de sens. Je vais complètement reformer mon entreprise. Et un mois plus tard, il est revenu vers nous, il a dit, mais en fait, je vais me lancer dans la production de ski recyclable. Et le ski recyclable, c'est le niveau zéro de l'engagement écologique. Et en fait, il avait ça tout simplement parce que ses actionnaires lui ont dit, bah non, toi, t'es là que pour 3 ans. Si tu veux faire autant de changements, on va te virer et on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que pour moi, ce qu'on appelle assez pompeusement l'anticapitalisme, c'est tout simplement le fait de redonner à l'intérieur d'une entreprise le droit aux salariés de décider de comment va évoluer cette entreprise. C'est redonner en fait de l'autonomie et de la liberté aux gens. C'est pour ça que je trouve très intéressant tous les mouvements intellectuels de gauche qui parlent d'autonomie. C'est pour ça que le programme de Chloé Ridel est intéressant dans la façon dont il récupère cette notion de liberté. Elle dit qu'elle le reprend à la droite et l'extrême droite. Je trouve ça plutôt intelligent parce que je pense que ça se connecte assez bien, en tout cas, à la réalité que recherchent beaucoup d'électeurs et d'électrices. Voilà, donc voilà, ça c'est pour vous présenter un petit peu les lignes de clivage qui existent à l'intérieur du mouvement écologique et comment ils se relient aux questions politiques. Maintenant, une des grandes questions pour nous, et je pense pour beaucoup de gens dans ces parties-là, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à massifier le mouvement. Les commentateurs politiques adorent dire que parce que le parti écolo est en train de se casser la gueule, forcément ça veut dire que le sujet n'est plus important. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et notamment, là, je vais me référer aux travaux d'une association qui s'appelle Parlons Climat, qui est hyper intéressante, qui travaille sur, en gros, les narratifs qui font que l'écologie est plus ou moins mainstream.
Donc ils ont fait beaucoup de sondages, beaucoup d'études, et je cite pas mal leurs travaux. Et la première chose qu'ils disent, c'est que le backlash, donc le retour de bâton écologique, il n'existe pas chez les électeurs. Il existe dans la sphère médiatique, dans la sphère politique, parce qu'il y a beaucoup de sujets, la compétitivité, la guerre, le pouvoir d'achat, qui reprennent un peu le devant. Mais ça reste une préoccupation majeure de tous les électeurs et les électrices. Le problème des discours écologiques, c'est qu'ils n'arrivent pas à se connecter aux autres enjeux de la vie quotidienne. Et on reboucle sur ce que je disais tout à l'heure. On reboucle sur, en fait, l'écologie, c'est une affaire de santé. Ça a un très fort impact sur votre probabilité de développer un cancer au long de votre vie. Ça a un impact en termes de sécurité, parce qu'évidemment, si on est moins dépendant de Trump et de Poutine pour notre approvisionnement en gaz, on va être plus capable de faire des choix souverains. Ça a un impact sur tout un tas de choses qu'on ne réalise pas. Ça a un impact sur notre pouvoir d'achat. Voilà, les prix agricoles vont commencer à bondir si on n'est plus capable d'avoir une production stable d'année en année parce qu'on a des canicules qui commencent en mars. Donc, il y a cette première chose. Et il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, l'intégration de l'écologie à l'intérieur d'un programme politique. Donc, à l'intérieur de lignes de clivage déjà établies, notamment sur l'organisation du modèle économique. Je vous donne un exemple sur lequel j'ai aussi travaillé, c'est la régulation financière. J'ai remarqué que c'est un truc qui n'est jamais dans les programmes des partis politiques, parce que la finance, c'est un truc très loin et c'est un secteur sur lequel on n'a absolument pas la main, qui est très puissant. Et là, vous avez une ligne de clivage écologique, parce que le bloc central promeut la finance verte, en disant on va mettre des cadres pour inciter naturellement les investisseurs à aller sur des projets qu'on définit comme verts, alors que la plupart des études démontrent que en fait, les projets verts ils sont moins rentables, tout simplement parce qu'ils utilisent moins de matières premières, ils sont moins centrés sur l'expansion sans jamais s'arrêter, donc ils ne sont pas naturellement dans ce que les investisseurs vont aller financer. Et donc là, vous avez totalement un enjeu pour les partis politiques pour récupérer le discours de l'écologie et le relier à quelque chose qui est « reprenons la main sur le secteur financier ». Puisque le secteur financier ne va pas financer lui-même ce qui va nous sauver ou ce qui peut nous détruire, enfin, puisqu'il finance ce qui va nous détruire et qui ne va pas arrêter, on va faire de la finance locale, on va faire de la finance qu'on définira comme durable, et en fait, on va combiner ce mouvement de démocratisation du secteur financier avec un mouvement qui est on veut financer des projets qui ont du sens et qui sont écologiques. Donc ça, c'est un bon exemple de comment on peut intégrer ce sujet-là à l'intérieur d'un projet politique plus global. Et je pense encore une fois que c'est bien parce que ça parle aux gens. En tout cas, c'est ce que disent les gens qui travaillent là-dessus. Le message à retenir pour moi, c'est que les moyens, donc les propositions qu'on va faire, l'impact social de nos mesures écologiques sont à peu près tout aussi importantes que la fin, qui serait une réduction des émissions de gaz à effet de serre ou une meilleure utilisation de l'eau, etc. Une fois qu'on a dit ça, la question qui reste, c'est quel mode d'action pour convaincre plus largement. Parce qu'une fois qu'on a dit, OK, il faut intégrer à l'intérieur d'un projet politique, etc., il y a la question de comment chaque individu, comment nous, on peut porter le sujet et aller convaincre des gens qui aujourd'hui ne sont pas convaincus. Moi, je vois le sujet en 3 modes d'action possibles, 3 grandes catégories. La première, c'est ce que je vais appeler le plaidoyer, le lobbying. C'est-à-dire, on considère qu'on va aller influencer des gens qui sont des politiques élus aujourd'hui pour les convaincre de prendre des bonnes décisions. Et donc, ça peut se faire à l'échelle très très globale, hein. Il y a tout un écosystème de plaidoyer à l'échelle européenne. Ça peut se faire localement parce qu'on va parler à ces élus et parce qu'on va essayer de leur dire, voilà, moi j'aimerais bien que tel projet voit le jour dans ma ville, est-ce qu'on peut en parler? Donc, vous rassemblez des coalitions, vous essayez de convaincre, vous faites de la communication. Tout ça existe à l'intérieur d'un système qu'on essaie de réformer. Ensuite, vous avez toute catégorie de partis politiques, donc on va prendre le pouvoir par les urnes et ensuite on va être en capacité de développer tout notre programme et de le mettre en œuvre. Ça, je pense que vous y connaissez beaucoup mieux que moi. Moi, je ne le pratique pas, en tout cas, je suis pas encartée dans un parti. Et vous avez une dernière branche qui est plus radicale, qui dit, de toute façon, on pense que le pouvoir politique n'est pas capable de changer quelque chose, que le réformisme, ça n'a pas de sens, et donc on va nous-mêmes aller démanteler les industries qui posent problème. Donc là, vous avez beaucoup d'actions en justice, de procès contre Total Energy ou contre des grandes multinationales. Vous avez des actions sur le terrain, donc concrètement des activistes qui vont rentrer dans des usines pour les arrêter, ou sur les sujets de méga-bassines, vous en avez peut-être entendu parler, Sainte-Soline, qui vont démanteler ces méga-bassines. C'est des mouvements qui sont d'ailleurs très complémentaires des autres, que j'ai un peu pratiqué. J'ai fait quelques actions avec ces mouvements-là, mais mon domaine principal, ça reste le plaidoyer, surtout le plaidoyer à l'échelle nationale. Mais comme j'ai dit,
construit à toutes les échelles. Rapidement, ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que je travaillais pour l'Institut Veblen, qui est un institut qui travaille sur les politiques économiques, sur la régulation des entreprises, la régulation financière. Et au début de mon stage, on a pris un truc qui s'appelle le dossier Omnibus. J'en ai entendu parler. C'est un dossier qui dérégule massivement plusieurs lois écologiques en Europe, notamment le devoir de vigilance, qui est la seule loi qui nous permet d'attaquer en justice des entreprises qui ne respectent pas le droit des gens et le respect environnemental. Et la Commission européenne s'apprêtait à déréguler massivement, et moi, donc, on m'a envoyé sur le terrain en disant « Connecte-toi avec tous les autres responsables lobbying des ONG, et vous allez combattre ça. » Et on a complètement échoué, parce que les ONG sont en train de perdre complètement leur crédibilité par rapport à une majorité de droite et d'extrême droite en Europe, et du centre et de la droite. Bon, c'est un petit peu plus compliqué en France. Et les ONG ne sont juste plus entendues. Et donc, moi, mon travail, ça a été de rassembler une coalition d'entreprises pour aller, en gros, dire à notre place ce que nous, on voulait dire aux politiques. Parce que les élus de droite, tout simplement, donnent beaucoup plus de crédibilité aux chefs d'entreprise qu'à des écolos, militants, bobos parisiens. Et donc, c'était un peu le travail que j'ai fait. Et globalement, j'ai été très critique de comment fonctionnent les ONG, parce que c'est un milieu extrêmement parisien, bruxellois pour la politique européenne, c'est un milieu de gens installés qui, en général, ne sortent pas trop de chez eux. Et ils adorent le train-train quotidien, ils adorent leurs méthodes de lobbying qui sont testées sur les 30 dernières années. Et donc, quand vient un truc qu'ils n'ont pas prévu, à savoir l'extrême droite et la colère sociale, ils ne savent absolument pas comment réagir. Et moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est que on peut avoir énormément de modes d'action différents, qui sont tous très importants. L'essentiel, c'est la coopération entre ces mouvements. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui rassemblent des coalitions d'entreprises pour aller parler à des politiques. C'est très loin, mais c'est très important parce que comme ça, on garde le lien avec nos politiques qui sont élus et on n'est pas juste loin d'eux. Et on a besoin de gens sur le terrain qui vont convaincre de signer des pétitions, qui vont aller parler dans des groupes locaux, qui vont faire plein d'actions différentes, qui vont en fait rassembler des coalitions derrière certaines propositions politiques. Et moi, ce qui m'a énervé quand je travaillais là-bas, c'est qu'on ne se parlait pas en fait. C'est que, ok, une coalition d'entreprises ne voudra jamais s'allier publiquement avec des militants sur le terrain, parce que c'est pas leur façon de faire, c'est pas la façon dont ils se présentent. Mais par contre, qu'on ne se parle pas en sous-main, qu'on n'arrive pas à se coordonner sur les sorties médiatiques, sur la pression qu'on va mettre, sur les rendez-vous qu'on va demander, ça, je trouve ça très problématique. Parce que justement, il y a un manque d'efficacité qui fait qu'à la fin, on a juste l'air perdu face à des groupes qui, en général, sont beaucoup mieux organisés que nous. C'est un peu la leçon que je retiens de ça, c'est qu'en fait, quand on veut militer sur les sujets de l'écologie, déjà, on peut prendre tous les sujets qu'on veut, on peut prendre toutes les méthodes d'action qu'on veut. Il y en a qui sont plus adaptées. Moi, je sais que, par exemple, mes compétences, c'est plus le travail de plaidoyer. Il y en a, leurs compétences, ce sera de militer dans leur parti politique. Et en fait, pour moi, l'essentiel, c'est de garder cette capacité de se coordonner en disant, nous avons un ennemi commun, qui n'est pas l'un et l'autre. Et donc, mettons de côté nos différences et arrêtons de se taper dessus. Cette compétence est très difficile à retrouver et c'est un peu le truc que je porte, en tout cas, quand je suis invitée à parler auprès de militants, en tout cas, qui sont intéressés par le sujet. C'est ça, c'est venez, on se parle, en fait. Et voilà, c'est un peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous donner 2 exemples de cas concrets qui ont réuni de plaidoyer ces derniers temps. Le premier, c'est celui qui est porté par l'association Quota Climat, vous connaissez ? C'est ceux qui parlent de régulation des médias et de la place de l'écologie dans les médias mainstream. Donc eux, ils ont vraiment rassemblé une coalition qui va en gros du bloc central à la gauche, qui potentiellement représente la majorité de l'Assemblée nationale, derrière l'idée de mieux réguler les médias. Et ils ont une campagne très technocratique, très plaidoyer, un peu silencieux. Ils n'ont pas forcément fait tous les titres, quoi. Mais ils ont réussi à parler au centre et à la droite. Et ça, ils sont l'un des seuls à y arriver. Un autre exemple, c'est les lois sur les PFAS et le cadmium. Et ça, c'était complètement l'inverse. C'est des mobilisations, des activistes écolos, c'est des gens comme Camille Etienne et toute l'association qu'elle porte, qui sont allés dans la sphère médiatique, qui ont crié de toute leur force en disant c'est un scandale sanitaire, qui ont relié le sujet à la santé des Français, et qui ont réussi à mettre suffisamment la pression aux politiques pour réguler l'utilisation de ces matières dangereuses. Et là, vous avez 2 exemples de coalitions qui ont utilisé des stratégies complètement différentes, mais qui ont réussi parce qu'ils ont réussi à rassembler largement et surtout à combiner plusieurs modes d'influence, même s'il y en avait un qui était plus visible que les autres.
Et ça, je trouve que c'est des exemples qui sont assez inspirants parce qu'ils sont aussi réplicables à l'échelle locale, ils sont aussi réplicables à l'échelle européenne, même si c'est parfois plus difficile parce que ça paraît plus loin. Et ouais, c'est quelque chose qui doit nous inspirer parce que on a tous forcément une partie de notre quotidien qui est liée à l'urgence écologique, qui est touchée, qui est mise en danger par ces enjeux-là. Donc voilà, ça me donne quelques pistes pour savoir un peu comment agir. Je récapitule en 2 minutes et après on peut se lancer dans une discussion parce que je suis chaude d'avoir vos avis et surtout vos retours d'expérience sur comment le sujet vous touche. L'essentiel du message, c'est que il n'y a pas de réponse simple sur à quel point on peut faire des compromis programmatiques pour toucher des gens qui sont différents, pour toucher des groupes sociaux différents, mais qu'il faut séparer le fond et la forme. Et qu'en fait, il ne faut pas faire de compromis en proposant des solutions écologiques qui ont des impacts négatifs sur le plan social. Donc il faut garder une critique du système économique, il faut garder des propositions radicales sur le plan de l'organisation de la vie sociale. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être radical sur les mots qu'on utilise. Et notamment qu'on peut présenter des propositions très radicales d'une manière qui paraît parfaitement raisonnable à certains groupes sociaux. C'est un peu, c'est le message central que je voulais vous faire passer tous les jours aujourd'hui et faire de la lutte écologique un combat de tous les jours parce que je pense qu'on l'a un peu oublié ces dernières années et que c'est important que ça le redevienne. Voilà. Merci. Est-ce que déjà il y a des questions qui viennent comme ça c'est très chaud. C'est super clair. J'ai pas mal de questions, c'est juste pour entamer la discussion. C'est des sujets qui nous touchent tous, ça c'est sûr, et je pense en fonction de l'angle dans lequel on le prend, potentiellement ça peut plus ou moins nous sensibiliser à la question. Ouais. Je prends un exemple parce que ça m'a repris ce sujet en tête, c'est que malgré cette volonté de rassembler au plus grand nombre pour se faire adopter, parfois, on va dire que l'avis populaire n'est pas entendu. Je prends un exemple tout bête. Je crois que ça date déjà maintenant de l'année dernière, quand la pétition sur la proposition de la loi Duplon a été proposée à un plus large panel de citoyens, plus d'ailleurs, pas tant sur l'angle écologique, bien que la proposition était catastrophique, mais plus sur l'angle sanitaire, de santé. Et c'était un angle qui a été davantage ému les gens. 2 millions, plus de 2 millions, je crois, voire même plus de signatures. C'était la première fois qu'une proposition, enfin une pétition à l'Assemblée nationale avait eu autant écho. Et pour autant, on voit que ça met du temps à revenir à l'ordre du jour, la question n'a pas été reposée dans l'hémicycle, et on voit bien que quand l'avis populaire n'est pas enclenché par un politique et que le politique a le dernier mot, parfois, regrettablement, ça peut mal se terminer. Et je prends l'exemple de la loi Omnibus pour l'avoir travaillé aussi sur un angle politique quand j'étais en stage au Sénat. Et mon sénateur, c'est justement avait eu vent de ce qui se passait au niveau européen. Et c'est vrai que malgré tout, quand cette mouvance-là ne veut pas bouger, elle ne bouge pas et c'est regrettablement, ça freine tout l'élan qu'on pourrait attendre. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est plus sur cet aspect-là. Est-ce qu'il est possible du coup de contrecarrer l'angle politique pour faire vivre ces enjeux? Ça, c'est ma première question, selon toi. Et donc, un peu sous ce même angle-là, tu as parlé de quotas climat qui arrive, entre guillemets, à rassembler un spectre politique plus vaste, notamment par son plaidoyer qui a un fond, une tonalité, une forme modérée, on va dire, même si le fond reste intéressant. Penses-tu justement qu'un politique, un homme politique, une personnalité politique de droite peut mener de bonnes actions écologiques? Ok, c'est une très bonne question. Je te laisse déjà. Je commence par la fin.
pour être cohérente avec ce que j'ai dit sur le projet politique, moi je pense que fondamentalement c'est pas possible. Je pense qu'on peut réussir à avoir leurs accords sur certains bouts de trucs, et c'est ce qu'essaye de faire Quota Climat avec sa proposition sur les médias. Il ne faut pas du tout refuser l'aide des gens de droite qui, en fait, sans s'en rendre compte, nous aident. Quand il y a des gens de droite qui s'alarment parce que ces news commencent à aller encore trop à l'extrême droite, moi je pense qu'il faut le récupérer, il faut l'amplifier, il faut l'utiliser, voilà, même si ce n'est pas forcément des gens avec qui on est d'accord. En revanche, je pense que non. Et il y a effectivement des limites à ce que peut faire le plaidoyer. Essentiellement, le plaidoyer, c'est jeter toute son âme dans un combat politique et une fois sur 10, on gagne. Et c'est super déprimant. Mais une fois sur 10, on gagne. Et au moins, on fait ce qu'on peut avec les situations électorales qu'on a sous les yeux. Et là, typiquement, sur la loi du plomb, c'est là que c'est super dur. Je pense que fondamentalement, là, il n'y a que la solution politique qui permet de s'en sortir. Hein. C'est convaincre plus de gens, convaincre des électeurs. Ceci étant dit, l'effort politique qui est à faire et l'effort de plaidoyer qui est à faire, c'est un peu le même en fait. C'est convaincre des groupes sociaux qui aujourd'hui ne sont pas convaincus. Et notamment sur la loi du plomb. Moi, je l'ai mobilisée du coup avec mes parents parce qu'ils sont agriculteurs, ils sont maraîchers bio. Et en fait, on avait essayé de développer tout un narratif autour du revenu des agriculteurs. Et en fait, globalement, à chaque fois qu'il y a une mobilisation et qu'on parle de colère des agriculteurs, systématiquement, moi j'ai dit, mais il faut qu'on fasse une contre-manifestation. Parce que vous avez des agriculteurs qui sont en colère parce que les prix augmentent, parce qu'il y a des régulations environnementales qui disent oui, c'est parce qu'il y a des règles et que forcément on est pauvre. Alors qu'en fait, il y a plein d'agriculteurs bio qui arrivent à gagner leur vie parce qu'ils sont en circuit court et parce qu'ils se passent de la grande distribution des supermarchés. Et fondamentalement, le problème du revenu des agriculteurs, c'est un problème de filiales et de filières de distribution. Et donc, on a absolument besoin de construire un mouvement agricole qui ne s'affiche pas en mode « nous, on est les gens bio et vous êtes des méchants parce que vous utilisez des pesticides ». On a besoin d'un mouvement agricole qui dit « si on veut protéger notre revenu, on doit mieux donner accès aux gens à des circuits courts, à acheter leurs légumes tout simplement direct producteurs, acheter des produits plus sains, moins transformés. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire la survie du milieu agricole. Et j'ai l'impression que si à chaque fois qu'il y avait une manifestation de la FNSEA devant l'Assemblée nationale, il y avait une contre-manifestation d'autres agriculteurs et qu'on arrivait à utiliser stratégiquement les médias, on arriverait un peu à casser ce narratif et du coup on mettrait en doute des politiques, peut-être pas ceux qui sont le plus à droite, mais en tout cas des politiques du bloc central qui se rendent compte qu'en fait, il ne suffit pas de s'afficher à côté des agriculteurs pour se dire qu'il faut voter cette loi, quoi. Et c'est un peu, enfin je me dis en fait tant qu'on n'a pas les prochaines élections, en gros c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est utiliser stratégiquement ces groupes sociaux, ces coalitions un peu inhabituelles pour surprendre les gens et voilà. Pour guider un peu la discussion, j'adorerais avoir votre retour d'expérience sur vous, comment vous vous engagez, c'est quoi votre militantisme, est-ce qu'il est politique, écologique, voilà. Et en fait, comment ça vous parle? Est-ce que le sujet vous parle? En tout cas, dans votre pratique politique de tous les jours. Tiens, si je peux, c'est ça, bien. Je pense qu'il est en deux parties. Il y a la première partie très, on va dire très personnelle, et il y a la deuxième partie un peu plus associative. Pour expliquer la deuxième partie, quand on avait fait l'atelier d'automne, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait l'atelier d'automne ici ou pas? Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la toute fin de l'atelier d'automne, il y avait une façon de gagner énormément de points ou de multiplier beaucoup ces points. C'était via la communication sur les enjeux écologiques. Et alors, bon, la fois où j'étais passé, moi, on a été complètement passé à côté parce que en fait, c'est un peu présenté comme ça, l'air de rien. Et quand vous arrivez sur la fin, vous dites ah, mince, il me manque tant de points pour atteindre l'objectif. Ah ouais, mais c'est parce que vous êtes passé à côté de la communication écologique. Mais juste en parler, ou même, je sais pas, pour les personnes qui veulent se lancer à échelle nationale, en politique, tout ça, et vouloir apporter la chose écologique sur le devant de la scène, ça passe un peu à côté. C'est pour ça qu'on n'avait pas réussi à atteindre les 2 tonnes. Mais du coup, je dirais que la façon de faire, de parler d'écologie, c'est ici d'avoir des gens qui, enfin c'est plus ou moins ma façon de faire, c'est un début, d'avoir des gens réunis pour en parler, pour apprendre des nouveaux chemins, pour voir où est-ce que ça peut aller. Et puis il y a une deuxième chose, mais ça je pense que je partage avec d'autres personnes,
c'est tout ce qui va être les gestes du quotidien. Alors j'ai conscience que déjà c'est pas suffisant. Ensuite, c'est pas à mon échelle que je vais changer grand chose, même si c'est déjà suffisant, même si c'est déjà pas mal, mais c'est largement pas suffisant. Mais il y a le fait que quand je peux, j'utilise le transport en commun, souvent, notamment quand je suis en études. Enfin, tu sais, j'ai pas besoin de les détailler, parce que si je commence à les détailler, ça va être très long et très chiant. Mais il y a tous les gestes, personnels qu'on commence à faire et qui sont un début, mais qui sont absolument pas la solution aujourd'hui. Est-ce que je peux me permettre de reprendre la parole Bien sûr. par rapport à ce que tu dis? Je prends un exemple, c'est ce qu'on appelle l'économie, l'énergie verte. C'est un truc qui m'énerve aussi. On me dit, ah mais ça va, c'est de l'énergie verte. Alors, soit c'est de l'éolien, soit c'est du photovoltaïque. Dans les deux cas, c'est une catastrophe écologique pour le coup. Parce que ça vient de l'autre bout du monde. Les éoliennes, c'est creuser la terre en dessous, elle est inerte, complètement, parce que tout est bétonné. Et puis après, on dit, ah, mais en France, ça va, on est sur du nucléaire. Nucléaire, moi je veux bien, hein, c'est décarboné, mais qu'est-ce qu'on fait des déchets hein, nous, en plus, on a Bure qui est pas très loin. Et j'en ai fait des manifs là-bas. Hein, et là, avec de l'activisme, hein, t'en parlais, c'était compliqué. Depuis, on ne sait pas ce qui se passe à Bure. Je te parle de ça, c'est il y a 20 ans. Moi, je ne sais pas où ils en sont à Bure. 2080 l'ouverture. Voilà, ils continuent de faire des tests. Voilà. Donc, l'énergie, c'est le cas typique de tout le monde. On dit, ça, c'est l'énergie verte. Effectivement, il y a moins de projets de CO2, on est sur des voitures électriques. Mais le message qu'il faut faire passer, et que les politiques ne font jamais passer dans les médias, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, en fait. Et on ne met pas en place de protocole d'économie d'énergie. Et ça, c'est complètement dingue, quoi. Parce que en plus, c'est un truc qui fait économiser de l'argent. Quand on est sur des foyers qui ont des soucis pour finir le mois, le fait d'aller sur de l'économie d'énergie, plutôt que l'énergie verte, ça paraît évident. Donc évidemment, ça passe par des aides de l'État et de mais qui ne sont pas mises en place. On préfère financer les énergies fossiles. C'est toute la critique, effectivement, qu'il y a derrière le mouvement de la décroissance. Qui dit qu'il faut plutôt arrêter de faire des choses, et ça va aussi avoir des impacts très positifs sur la société. Si on isole mieux les bâtiments, on souffrira moins de la canicule, on ne sera pas dans une fuite en avant technologique pour mettre de plus en plus de clim partout, alors que ça a aussi ses propres impacts écologiques. Et on sera effectivement aussi moins dépendant des matières premières qui viennent de l'autre bout du monde et de pays avec qui on n'est pas exactement copains. Donc oui, totalement. Et d'ailleurs, il y a un papier super intéressant que je lisais il n'y a pas longtemps qui examinait notre consommation de matières premières à l'échelle mondiale et qui regardait à quel usage ces matières premières sont allouées et qui en fait déterminait qu'il y a à peu près 30% de ces matières premières qui servent à offrir un standard de vie décent à des gens qui n'y ont pas accès. Donc en gros, à construire des maisons bien isolées pour des gens qui n'en ont pas. Et en fait, ça veut dire que les 2/3 de ces matières premières, elles viennent dans les pays les plus riches, et notamment en Europe et aux États-Unis, pour prendre des maisons et en faire des plus grandes maisons, voire des immeubles, pour prendre des routes et en faire des plus grandes routes, etc. Et l'une des conclusions de cette étude, c'était qu'en fait, en Europe, on a déjà 95% des infrastructures qu'il faut pour offrir un standard de vie décent à tout le monde. Et donc, typiquement, mon exemple est sur le logement. Ça veut dire qu'on a largement assez de mètres carrés, et donc, y compris de logements vacants, pour offrir un bon logement à tout le monde. Et on est encore une fois dans ce truc de pourquoi est-ce qu'on essaie d'inventer l'architecture verte, la construction verte, alors que fondamentalement, il faut financer la rénovation des logements pour pouvoir ensuite les redistribuer correctement. C'est un très bon exemple de politique de décroissance qui, en fait, pourrait récolter beaucoup de soutien social, je pense. Après, il y a une mauvaise communication aussi sur la définition de l'écologie. Quand on parle d'écologie au quotidien, les personnes ont tendance à stigmatiser en disant « Ah, il faut recycler ceci, cela ». Je pense que c'est pour ça qu'il y aura aussi moins de prise de parole et de position via l'écologie. Encore aujourd'hui, on voit des jeunes qui ne militent pas plus pour l'écologie parce que ils pensent que ça ne sert à rien, c'est déjà bien perdu, la vie c'est fini, on se trouve un jour quand on veut. C'est compliqué. Donc voilà, il faudrait peut-être plus communiquer, trouver en fait une définition ou même un schéma de communication plus logique pour les personnes pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi l'écologie et non juste pointer du doigt si on fait des mauvais gestes au quotidien.
Parce que c'est souvent ça, par exemple, si on utilise certaines énergies, on va le critiquer. Si on consomme certaines choses comme du plastique, des choses sur certaines substances ou quoi que ce soit, on va nous pointer du doigt et non nous expliquer que c'est pour telle chose, pour que sur le long terme et même pour les prochains jours à venir, que ce soit mieux à vivre. Ouais. Tu as des exemples, par exemple, de situations locales qui pourraient générer l'intérêt de la population d'enjeux locaux? Je pense, par exemple, à Épernay, il y a beaucoup de circulation de camions. Ouais. En fait, on a des traçages spécifiques pour que les camions puissent pas passer dans la ville. Ouais. Et on se retrouve beaucoup avec beaucoup de circulation, des embouteillages, donc ça pollue énormément. Et des fois, quand il fait super chaud, ben, l'air est pesant. Et moi, par exemple, qui a des soucis respiratoires et tout, bah, je me retrouve à avoir un masque, ne pas sortir de chez moi, parce que l'air est complètement pollué. Voilà. Vous avez d'autres exemples en tête? Oui, vas-y, Camille. Non, vas-y. Moi, je suis désolé, je vais pas garder à partir. J'avais tout un tas de choses à dire, notamment sur la première partie, sur les modes d'action, parce que, bon, en réalité, c'est toute l'histoire aussi de la gauche, hein, entre activisme et activisme, mais je vais plutôt mettre mon propos sur la fin pour nous interroger un peu collectivement. C'est Gramsci qui parlait de la bataille culturelle, et puis pour la gagner, il faut aussi remporter celle de l'opinion. Et pour moi, je pense que c'est déjà une défaite d'associer l'évolution écologique à la décroissance, parce que ce n'est pas nécessairement accompagné de décroissance. Or, lorsqu'on communique comme cela, le citoyen lambda se dit que l'on va ramener, on va entraîner à l'âge De pierre. de pierre. Donc c'est une, à mon sens, c'est une erreur d'axer le propos là-dessus. Est-ce que justement on ne devrait pas collectivement se remettre en question pour mieux communiquer là-dessus, parce que déjà la gauche a quand même plusieurs municipalités qu'elle dirige, donc c'est déjà un levier sur lequel on peut agir au niveau de la population. Donc commencer déjà à gagner cette bataille de l'opinion pour pouvoir à terme installer nos propositions. C'est vrai. Effectivement, on en revient effectivement à ce que je disais tout à l'heure sur ne pas forcément utiliser des mots, mais utiliser les politiques qui y sont associées. Et c'est vrai que je le fais beaucoup. J'utilise le terme décroissance parce que ça parle plus facilement à des gens qui sont un peu déjà formés sur le sujet, mais je suis assez d'accord sur l'utilisation des mots. Mon université a publié il y a 2 mois une étude qui démontrait que, en fait, quand vous faites un programme politique radical de gauche et que vous le proposez à des électeurs, le soutien est beaucoup plus massif quand on les présente juste comme ça que quand on dit c'est un programme de décroissance. Et qui illustre bien le fait que la communication politique, c'est aussi une affaire de savoir ce qui va toucher les gens. Et donc, je te rejoins totalement sur ça. Et après, c'est juste pour renchérir aussi, parce que la question joue beaucoup sur le récit et le narratif. Et quand on a des médias qui sont pas forcément la détention du média, même si voilà, plusieurs ONG s'y sont attardées sur la question de la pluralité médiatique, mais plus sur, vu que les médias, on va dire, traditionnels supportent un certain niveau de récit, et comme tu l'as dit, par exemple, pour axer la colère des agriculteurs, va forcément tendre vers le revenu, pas forcément sur d'autres acteurs comme la distribution. Tu as une forte pression aussi des lobbies qui vont avoir leur incidence dans ce jeu médiatique. Et du coup, en tout cas, sur cet aspect-là, est-ce que tu vois les initiatives sur ces thématiques, ces médias indépendants, comme des choses pertinentes, typiquement les médias sur les réseaux sociaux comme Fakita, le média vert, enfin, d'autres formes médiatiques qui relaient ces sujets, qui sont importants et qui sont potentiellement suivis? Est-ce que tu considères que c'est une bonne forme d'action ou est-ce qu'il faudrait réussir à offrir un spectre beaucoup plus large grâce aux médias traditionnels? Alors, la question des médias, c'est une question très complexe. Je
pense que c'est bien que ces médias alternatifs existent parce que déjà, ils nous offrent un canal pour communiquer. Et à chaque fois qu'il y a une action, qu'il y a une asso qui fait quelque chose, il y a toujours vers le média et des médias similaires pour republier. Déjà ça, c'est important de l'avoir. Cela dit, la limite de ces médias, c'est forcément qu'ils parlent à une bulle écolo déjà constituée, parce qu'ils ont un angle écologique, parce que le média s'appelle Vert. À partir de là, forcément, il va parler à une certaine population. Et donc, peut-être que ce qui manque, c'est pas tellement de communiquer par les médias traditionnels, parce que je pense aussi qu'ils sont de moins en moins écoutés, c'est d'avoir d'autres médias alternatifs qui n'ont pas cet angle écologique et qui vont quand même en parler. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, il y a plein de médias populaires, il y a plein d'influenceurs qu'on pourrait aller chercher sur ces questions-là pour vulgariser des sujets qui en fait sont des sujets écologiques, mais qui sont approchés par un autre angle. Je trouverais ça assez intéressant et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans la sphère médiatique. C'est vrai que par rapport à un certain âge, personne ne regarde vraiment les médias. Et ce que les gens consomment, c'est pas les meilleurs. BFM TV, CNews, etc. On peut faire la liste. Donc c'est un peu compliqué en fait de passer tout le temps par les médias, même le journal, tout le monde lit le journal aussi. Donc, je vois rarement, à part vraiment une catégorie de la population comme les personnes âgées qui le lisent. Donc des fois on veut communiquer via les médias, mais les médias ne servent de plus à rien parce que les gens maintenant ils communiquent via Facebook, ils regardent Facebook, la page Facebook ou la vie ou quoi que ce soit, ou ils regardent sur les réseaux sociaux si un influenceur a parlé de des choses. Donc c'est vrai qu'il faut travailler un peu plus sur comment en fait amener l'information, mais en trouvant d'autres alternatives que passer par les médias qui sont souvent radicalisés, qui ont des idéologies assez spécifiques qu'on voit, qui publient une page d'information. Et que pour moi, c'est quand même pas de laisser tomber complètement les médias classiques parce que même si, surtout pour nous, notre tranche d'âge, etc., il y a beaucoup plus d'informations, peut-être beaucoup plus par les réseaux, justement, etc. Il y a quand même une grosse partie de la population qui a toujours des médias classiques en fond. Même s'ils ne regardent pas attentivement tout ça, bah, en fait, c'est juste que le message qui passe soit toujours le même. S'il y a une partie, un minimum écolo dans certains médias classiques qui peut passer, bah, ça changera aussi beaucoup les idées. Parce que la plupart des gens, ils ne s'intéressent pas, en fait, ils ne prennent pas le temps de s'intéresser vraiment à la cause écologique parce que c'est trop présenté dans les médias classiques comme un sujet secondaire, d'importance secondaire par rapport au pouvoir d'achat, par exemple, ou au côté sanitaire. Sauf que tout est lié. Et ça, la communication là-dessus passe mal. Et c'est sur le. Il y a quand même ce côté où les médias classiques sont beaucoup suivis. C'est moins suivi qu'avant, c'est moins global qu'avant, mais c'est quand même quelque chose qui est beaucoup suivi et qui est Oui. La télé est allumée dans le salon, et elle ça, tourne c'est- toute la journée, bien sûr, ma grand-mère est comme ça. Après, quand on réfléchit à quand même l'influence que ça peut apporter, parce que si les parents voient une information à la télé, ils ont tendance à appeler leurs enfants et dire il faut faire ça comme ça, j'ai vu ça à la télé. Donc en fait, ça peut influencer un peu les foyers et tout. Mais ça reste encore un choix et c'est tout un choix. Et puis, comme on parlait de la grand-mère et tout ça, c'est tous les gens qui travaillent avec les personnes âgées ou qui travaillent à domicile chez d'autres gens. Bah, pendant qu'ils travaillent, souvent, bah, il y en a des personnes qui habitent là-haut, regardent la télé, etc. aussi. Du coup, il y a aussi toute une. C'est pas une propagation, pas bon, mais c'est pas que la personne qui regarde un média qui subit la Diffusion, on va dire. diffusion, porosité. C'est pas que la personne qui regarde. Et du coup, ça a un impact même sur les gens qui suivent moins ce média classique, on va dire. Et du coup, pour moi, c'est un poids quand même qu'il faut pas oublier. L'impact d'une conversation peut être. D'une conversation avec une personne peut être important. Je me souviens que. c'est toi. Je me souviens qu'au second tour des dernières législatives, j'étais chez moi, c'est en banlieue parisienne, c'est à côté du pont de Vincennes. Et en fait, au moment où il y a un peu ce moment, ah, c'est la victoire de la gauche, c'est complètement inattendu, voilà. Il y a ma famille qui dit, viens, on va à Bastille, on va célébrer. Et après, il y a mon copain qui était à côté de moi, et on voit à la télé le discours de Bardella. Et là, on voit devant nous Vincennes,
C'était quoi? C'était le 9 juillet 2024. Et donc on s'y attend, il y a Bardella juste à côté de chez nous. Et en fait, Bardella et le RN font tous leurs meetings de campagne dans le bois de Vincennes. Ils étaient vraiment à 200 mètres de chez moi. Et donc j'ai dit à mon copain, viens, on y va, on va parler aux électeurs. Et donc on a passé toute la soirée électorale à discuter avec, on n'a pas pu entrer dans le bâtiment parce qu'on n'avait pas de billets, on n'avait pas de la presse, etc. Mais il y avait plein de supporters du RN qui étaient genre dans la rue et qui essayaient d'apercevoir Marine Le Pen à travers les fenêtres et qui étaient là pour la soutenir dans sa défaite parce que c'était très triste. Et donc on a passé toute la soirée à leur parler et c'est hyper intéressant sur le plan sociologique. Et il y avait plein de vieilles dames notamment à qui on a parlé, qui étaient là en mode ben oui, mais vous comprenez, moi j'ai une petite retraite, les migrants ils ont leurs médicaments gratuitement, pas moi, c'est vraiment pas juste. Et en fait, en un quart d'heure de discussion sur le thème, mais vous trouvez pas que c'est aussi problématique que genre les ultra riches s'enrichissent sur le dos de vous parce qu'ils reçoivent des aides de l'État et qu'en fait elles ne retombent pas sur les salaires des gens qui cotisent pour la retraite. Et en fait, en pas très longtemps, on arrive à lui faire dire bah oui, c'est vrai que c'est très problématique. Et en fait, c'est juste un thème qu'elle n'entend jamais sur CNews. Et du coup, je pense que genre, le pouvoir que peuvent avoir certaines conversations avec ces gens-là est genre, vraiment à ne pas être sous-estimé. Voilà. Et dernière chose. Je crois que vous avez levé la main. Je fais des gestes parfois. Ah d'accord, très bien. Non, mais ma question, elle est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la photographie que nous avons du monde politique est claire. Nous avons une vingtaine de prétendants à l'Élysée. Est-ce qu'il y en a un qui s'est intéressé à l'écologie? Qui s'est intéressé? L'écologie n'est pas un élément, je dirais un machin, comme dirait un certain général. Ce n'est pas un truc. L'écologie, c'est une priorité, c'est une nécessité, c'est une nécessité absolue. Tant qu'on n'aura pas compris que l'écologie n'est pas un parti politique, c'est pas un parti politique. L'écologie fait partie de l'humanité. C'est pas en mettant une veste verte, c'est pourtant on va sauver la planète. J'apprécie certaines personnes écologistes, mais pour moi, les écologistes. Et alors, moi j'aime bien reprendre les mots qui ont été dits il y a quelques temps déjà, où la planète a été une poubelle pendant des années. Qu'à cela tienne, on va prendre cette poubelle, on va aller la mettre sur la Lune, ou aller la mettre plus tard. C'est ce que vient de dire Bezos, je crois. Donc on en est là aujourd'hui. On va exporter. Et aujourd'hui, les partis politiques se contentent de parler de qui? Les Arabes, les Noirs, et c'est tout. Et ils sont du chiffre. C'est-à-dire que le paradoxe de la situation, c'est qu'ils font du chiffre. Tant qu'on n'aura pas compris que c'est une affaire de l'humanité et non pas une affaire politique et une affaire de pays et de partis politiques, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Ils sont assez pessimistes, hein, les scientifiques. Ils disent dans les 50 ans à venir, on va disparaître. Alors, il y a une petite histoire, effectivement, qui peut vous prêter à sourire quand on les écoute. Cette ménagère qui va acheter du poisson, elle demande un sac en plastique, et le poissonnier lui répond que le sac en plastique est déjà dedans. Et c'est vrai, mais on en rit, c'est vrai, on peut en rire, mais c'est une réalité. Le sac plastique est déjà dans le ventre du poisson. Et ce même sac plastique, il est en train de nous empoisonner toute la planète. Et pour finir, je dirais que les pollueurs devraient être effectivement les payeurs. Parce que ceux qui ne polluent pas, je pense à l'Afrique en particulier, ils ne polluent pas, ils n'ont pas de filtre. Malheureusement, tout heureusement. Dans tous les cas, on ne va pas les faire payer de la même manière que nous qui consommons. C'est terminé. Moi, je suis terminé. C'est jamais terminé. C'est vrai que c'est jamais terminé. On pourra en parler. Oui, je pense que le constat est là. Le constat de l'urgence, il est évidemment catastrophique, il fait très peur. Je pense que, encore heureux que tous les partis ne parlent pas que d'immigration et de submersion migratoire. Ce que je déplore, effectivement, c'est qu'il y a des guerres entre partis qui ont un ennemi commun qui est plus important. Et là, c'est pas trop mon domaine, parce que je pense que vous avez tous plus d'expérience que moi en termes de militantisme dans les partis politiques. Mais de mon œil extérieur, de novice en termes d'engagement partisan,
C'est ce que je trouve un peu dommage. C'est justement qu'on a un sujet qui est typiquement celui sur lequel le projet de société, le projet politique, le projet économique, il est globalement le même entre la plupart des partis de gauche. En tout cas, il y a des lignes de clivage, mais elles sont moins importantes. Et on pourrait trouver matière à se rassembler sur ce sujet-là. Et malheureusement, on ne le fait pas, ou en tout cas, on n'arrive pas à le faire. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est ce que je déplore. Après, j'ai envie de dire, à vous à vous la scène. C'est pas facile quand on est une personne dans un parti, il y a une structure nationale et tout ça, d'influencer la ligne. Je pense que c'est ce que tu fais, Camille, et c'est ce que font beaucoup de gens dans beaucoup de partis. Mais c'est vrai que parfois on se sent un peu impuissant. Et nous, quand on a organisé cette conférence, j'étais très contente de dire c'est parfait, on va pouvoir inviter plein de gens de plein de partis différents pour qu'on puisse se parler et dire ok, on a quelque chose en commun qui dépasse ce qui nous divise. Bien. Non, ça va. Si vous voulez, j'y pense, si vous voulez, il y a une fontaine à eau là-bas, et il y a des volets juste à côté. Il y a un truc que vient de dire mon grand-père, il y a un truc que vient de dire mon grand-père à l'instant qui est une phrase que je répète assez souvent quand je parle de mes engagements politiques. J'ai l'impression qu'en général, quand on veut se lancer, enfin pas quand on veut se lancer, mais quand on veut faire de la politique, du militantisme, on a un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Pour moi, sans surprise, c'est l'écologie. Sans surprise, je vous laisse deviner grâce à qui au passage, parce que quand je suis rentré en première année, je ne connaissais pas grand-chose en fait, tout ce qui était écologie politique, et c'est Margot qui m'y a mis. C'est dit, c'est arrivé. C'est ça. Ma façon de le présenter à chaque fois, c'est que je dis qu'il y a plein de priorités, que ce soit la lutte contre le racisme, que ce soit la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité, la fin des guerres, etc. Il y a plein de priorités, il y a plein de choses que je trouve extrêmement prioritaires. Mais il y a une chose que je trouve être une condition sine qua non, qui est une nécessité au sens premier du terme, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas être, sans quoi le reste est foutu, c'est l'écologie. J'ai un raisonnement d'enfant de 5 ans, mais bon, on m'a jamais trop dit qu'il était mauvais. C'est beau d'avoir une société qui vit bien, avec une égalité entre les genres, avec des personnes discriminées. Si jamais c'est sur une planète qui ne fonctionne pas, on est juste cramé, quoi. C'est pour ça que je vois toujours que l'écologie, à mon sens, c'est la priorité absolue et numéro 1. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer, se focus 100% dessus. Et c'est en ça d'ailleurs que je trouve intéressant que des partis comme les Verts, qui étaient à l'origine un parti, alors trompez-moi, mais qui était à l'origine un parti qui était plutôt fondé pour porter la chose écologique sur le devant de la scène, a réussi ensuite à se diversifier avec une offre à gauche qui a commencé à prendre d'autres choses. Et effectivement, il y a une priorité, mais c'est pas pour autant qu'il faut la laisser de côté ce qui peut se faire d'autre, d'autant qu'on peut faire les choses en même temps, à mon sens. Moi, ce que j'avais entendu dire sur le parti écolo il y a quelques années, c'était qu'il n'existait que pour disparaître. Il n'existait que pour pousser les autres partis à s'emparer tellement du sujet, à en faire une ligne importante, jusqu'à ce que l'écologie n'ait plus besoin d'être portée par un seul parti, mais soit un enjeu transversal qui est porté par tous, et qui est l'objet de clivage en termes de projets politiques qui se passent. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ça, c'est un sujet de débat. À l'origine, le parti écologiste, c'est surtout des scientifiques qui vont se plaindre auprès des décideurs politiques, qui ne se font jamais entendre et qui décident de se réunir entre eux pour créer un parti. Après, effectivement, idéalement, s'il y a besoin du parti écologiste, c'est que la planète va bien et que toutes les limites vont bien. Et let's go, mais c'est pas l'objectif du moment. En tout cas, quand on se sent, j'allais dire peut-être un peu commencer à conclure, quand on se sent dépassé par tout ce qu'on peut faire potentiellement et tous les sujets différents dont ça parle, moi je trouve qu'un bon truc, c'est d'aller dans des endroits qui nous rendent inconfortables à la base. Et ça, j'ai beaucoup fait ça. C'est-à-dire que moi, mon milieu à la base, celui du plaidoyer, c'est très confortable. De temps en temps, je vais dans des manifs parce qu'en fait, être confronté à la violence policière, c'est important. Parfois, je trouve qu'être confronté à ce que c'est que la précarité, c'est important. Être confronté à ce que c'est que le vote RN, et pourquoi les gens votent RN, c'est important. Aller à des meetings politiques qui ne correspondent à la base pas du tout à notre engagement politique, c'est utile, et j'ai trouvé qu'à chacun de ces moments-là, ça m'ouvrait de nouvelles perspectives sur « Ah, je pourrais faire ça, je pourrais utiliser tel argument pour convaincre tel type de personne ».
Et souvent, en fait, ça donne des pistes d'action. Voilà, c'est un peu aller à contre-courant de ce qui nous semble évident dans notre quotidien. Que éventuellement s'arrêter à quelle heure? Il est 20h, il est 20h. On voit si on s'arrête là? Ouais, super. Merci à toi. Merci d'être venu. Eh ben, déjà, je conclus rapidement la réunion. Je vous remercie d'être venus. Je remercie les membres des JS qui sont là. Je remercie aussi les membres du PS à la fois de leur venue et à la fois de la réservation de la salle ici à la maison de la vie associative, ainsi que nos deux élus qui sont venus et nos deux élus au conseil municipal et conseil communautaire qui ont bien voulu faire le déplacement, ainsi que les personnes qui sont ou bien dans d'autres formations politiques qui ont bien voulu venir à cette réunion qui était ouverte à toutes et à tous, et aux personnes qui ne sont pas encartées. Et bien sûr, merci à Margot d'avoir fait le déplacement jusqu'à Reims pour nous parler de son sujet de prédilection. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube si ça vous intéresse, on vous les envoie. On a les adresses mail des personnes qui sont présentes, pour ce qui est des ressources des ressources que tu as mentionnées, je vous les enverrai et je vous les enverrai ensuite si vous voulez approfondir le sujet. Est-ce que, enfin, ouais, non, il n'y a pas d'autre chose que je vois à part ça. Et sinon, merci encore infiniment d'avoir fait le déplacement, d'être venu, d'avoir pris sur votre temps. Si vous avez soif, il y a des gobelets, je maintiens, il y a des gobelets avec le réservoir juste à côté si vous avez soif. Et si vous avez faim, on a des croissants qu'on n'a pas pu manger parce que c'est interdit de manger dans la salle, mais si vous voulez repartir avec un croissant, c'est offert par les JS. En tout cas, merci encore beaucoup de votre venue. À toutes et à tous. C'était trop chaud. Et désolé pour la chaleur. Merci. Malgré la chaleur.